Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Comment lutter contre l'aliénation selon Karl Marx? En quoi consiste l'aliénation du travail? D'abord, dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son essence, que donc dans son travail. Celui-ci ne s'affirme pas, mais ne se sont pas à l'aise, mais malheureux, ne déploient pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifient son corps et ruinent son esprit. En conséquence, l'ouvrier n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors du travail. Et dans le travail, il se sent tant dehors de soi. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas et quand il travaille. Il ne se sent pas sur lui. Son travail n'est donc pas volontaire, mais contraint. C'est du travail forcé. Il n'est donc pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres. Le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans lequel l'homme s'aliène, est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l'ouvrier de travail apparaît, selon Marx, dans le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre qu'il ne lui appartient pas, que dans le travail l'ouvrier ne s'appartient pas lui-même, mais appartient à un autre. De même que dans la religion, l'activité propre de l'imagination humaine, du cerveau humain et du cœur humain agit sur l'individu indépendamment de lui, c'est-à-dire comme une activité étrangère, divine ou diabolique. De même, l'activité de l'ouvrier n'est pas son activité propre. Elle appartient à un autre. Elle est la perte de soi-même. On vient donc à ce résultat que l'homme, l'ouvrier, ne se sent plus librement actif que dans ses fonctions animales. Manger, boire, procréer, tout oublie encore dans l'habitation qu'animale. Le bestial devient l'humain et l'humain devient le bestial. En quoi consiste donc l'aliénation du travail? Comme l'indique cette question, Marx va s'efforcer de définir et de décrire ce que serait l'aliénation provoquée par le travail. L'aliénation du terme latin alienus, qui signifie autre, désigne le fait, par exemple, pour un bien de devient autre, de fait qu'on le vend ou qu'on le donne. Mais ici, que faut-il entendre par aliénation? Est-ce le travail qui devient autre, qui change de nature ou aspect, ou est-ce l'homme qui est transformé, dénaturé par l'exercice du travail? D'abord, dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier. La seconde phrase, qui note une première caractéristique de cette aliénation, d'abord, permet de comprendre que Marx étudie non pas le travail en général, mais celui de l'ouvrier. Le travail est une transformation de la réalité grâce à la mise en œuvre d'une technique. Le travail de l'ouvrier, en revanche, ne désigne sans doute pas le travail de l'artisan. Celui-ci, maître de ses outils et du rythme de son travail, réalise un produit dont il commande toutes les étapes de fabrication. L'ouvrier, au contraire, est intégré dans une division horizontale du travail, dans une chaîne de production dont il n'est qu'un moyen. Son travail est répétitif et monotone. Il ne fait pas appel à l'inventivité, à l'esprit d'initiative, ni même à l'habilité. Seul suffisait la rapidité et dans le meilleur des cas la précision, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son essence. À partir de c'est-à-dire Marx décline l'explication de cette aliénation. Ce travail dépouillé de qualités humaines
que l'on peut d'ordinaire mettre en œuvre dans l'artisanat, se retrouve étranger à l'humanité de l'homme, donc à ce qui est essentiel en l'homme. Ce travail n'appartient pas à son essence, il est extérieur à l'ouvrier et à l'homme en général. Cette extériorité de travail à l'essence de l'homme nous permet de comprendre pourquoi Marx peut parler de l'aliénation. L'homme au travail n'accomplit pas pleinement son essence d'homme, il est autre qu'un homme, que donc son travail. Celui-ci n'affirme pas, mais s'ils ne sont pas à l'aise. L'ouvrier ne s'affirme pas comme homme, il nie ses qualités d'homme, son humanité que l'auteur précise une libre activité. En effet, l'homme, contrairement à l'animal, ne produit pas instinctivement, mais il a la capacité de penser dans son esprit le produit qu'il va réaliser. Il peut donc inventer, créer, innover. Alors que les ruches des abeilles, par exemple, sont toujours semblables à ce qu'elles étaient il y a 1000 ans, comme le faisait remarquer Pascal dans sa préface au traité de Vide. Mais malheureux ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle. Cette aliénation est cause de malheur de l'homme au travail. En effet, comme le précise Marx, le travail ouvrier mortifie, c'est-à-dire blesse gravement le corps de l'homme. En effet, dans la manufacture ou à l'usine, au sein de la division horizontale du travail, la répétition par l'ouvrier toute la journée de mêmes gestes déséquilibre les capacités physiques de l'homme et peut même provoquer de maladies, en particulier de troubles musculo squelettiques. Le tic nerveux de Charlot dans le temps moderne, son regard habité, semblable à celui d'un fou, illustrait assez bien cette altération physique comme le symptôme d'une aliénation mentale. L'ouvrier, n'exerçant plus sa liberté intellectuelle, sa capacité à prendre des décisions, s'assimile à une machine. Ses aptitudes intellectuelles risquaient de s'atrophier. Ce travail ruine ainsi son esprit, mais mortifie son corps et ruine son esprit. On pourrait espérer que cette aliénation au travail laisse à l'ouvrier l'espoir de redevenir un homme en dehors du travail. C'est cette conséquence qui évoque alors l'auteur en comprenant la condition de l'ouvrier au travail et hors du travail. En conséquence, l'ouvrier n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors du travail. Et dans le travail, il se sent en dehors de soi. Ce retour à soi de l'homme serait donc corrélatif de cette aliénation, du fait que l'ouvrier au travail ne se sent pas pleinement soi, mais en dehors de soi. Il est comme chez lui. Quand il ne travaille pas et quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n'est donc pas volontaire, mais contraint. C'est du travail forcé. Marx alors déduit donc que ce travail n'est pas volontaire. Donc le fruit d'une libre décision, mais un travail contraint, non seulement parce que l'on ne choisit pas nécessairement de travailler. En général, on travaille d'abord pour vivre. Le travail est nécessaire à la satisfaction de besoins, mais encore parce que la forme spécifique que prend le travail de l'ouvrier fait qu'il n'est pas maître de lui-même au travail, mais maître de rythme de travail, ni même maître de méthode de travail. Dans le taylorisme et l'organisation scientifique du travail, d'ailleurs, à la division horizontale du travail s'ajoute une division verticale. Les manières de travailler de meilleurs ouvriers sont étudiées, puis retenues et imposées comme méthode aux autres ouvriers. Ainsi, le travail de l'ouvrier échappe entièrement à sa maîtrise, à sa liberté, à son initiatives. C'est proprement un travail forcé, celui du condamné privé de liberté. Il n'est donc pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du travail
apparaît nettement dans le fait que dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans lequel l'homme s'aliène est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l'ouvrier de travail apparaît dans le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre, qu'il ne lui appartient pas, que dans le travail de l'ouvrier, que dans le travail, l'ouvrier ne s'appartient pas lui-même, mais appartient à un autre. De même que dans la religion, l'activité propre de l'imagination humaine, du cerveau humain et du cœur humain agit sur l'individu indépendamment de lui, c'est-à-dire comme une activité étrangère divine ou diabolique. De même, l'activité de l'ouvrier n'est pas son activité propre, elle appartient à un autre, elle est la perte de soi-même. On y vient donc à ce résultat que l'homme, l'ouvrier, ne se sent plus librement actif que dans ses fonctions animales, manger, boire et procurer, tout au plus encore dans l'habitation qu'animal. Le bestial devient l'humain et l'humain devient le bestial. Voilà notre intervention consacrée à l'aliénation du travail, l'aliénation de l'homme dans le domaine du travail. Marx manuscrit de 1844. Merci bien de votre attention. Au revoir.